Bonsoir à tous. Donc, effectivement, le 9 mai prochain, il y a un phénomène assez rare qui va se dérouler dans le ciel, devant le soleil, en pleine journée. Donc, un phénomène astronomique en pleine journée, il faut en profiter. Parce qu'au moins, il n'y a pas besoin de veiller la nuit pour essayer de voir quelque chose. On le voit en pleine journée, ça commence vers 13 h, je vous en dirai quelques mots. Mais c'est vrai que c'est un phénomène assez rare et donc il va falloir en profiter. Et c'est l'occasion de revenir sur une quête qui est depuis de tout temps. Quelle est la taille de l'univers? Comment peut-on mesurer l'univers? Alors c'est vrai que quand vous observez le ciel comme ça, un ciel étoilé, en fait vous pensez que toutes les étoiles sont à la même distance de nous. Vous n'avez aucun moyen de savoir que telle ou telle étoile elle est plus loin ou plus proche de nous. Donc ça a été le problème des astronomes pendant des siècles. C'est toujours le problème. Comment déterminer la distance des objets qui sont dans le ciel. Et en particulier les objets du système solaire. Puisque maintenant vous avez tous en tête qu'il y a un soleil, qu'il y a des planètes qui tournent autour, ça paraît quelque chose de naturel. Mais quand vous voyez ça dans le ciel, non, c'est pas naturel du tout. En fait, vous avez une Terre qui ne bouge pas. On le sent bien qu'elle ne bouge pas. Donc, qui a l'air d'être au centre de l'univers. Donc, vous voyez que pour construire un univers, pour construire un système solaire, eh bien, en fait, on a besoin de faire des mesures, de faire des analyses, de faire des théories pour essayer de comprendre comment ça marche. Et en fait, les passages de Mercure et Vénus devant le Soleil sont vraiment à la base de notre connaissance des distances dans l'univers. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors vous voyez là, maintenant, on a autre chose, on a un objet qui est un petit peu plus brillant. Et c'est vrai que la première chose que se sont dit les anciens qui observaient le ciel, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y avait des objets qui se déplaçaient légèrement dans le ciel. La Lune, les planètes, le Soleil lui-même, il bouge dans le ciel. Et la première théorie de l'univers qui a été faite, c'est que plus un objet allait vite dans le ciel, plus il était proche de nous. C'est un peu simpliste comme théorie, mais ça marche. Et c'est pas faux. Alors ça ne nous donne pas les distances, mais ça nous donne au moins une échelle des distances entre les objets. Alors après, on s'est posé une autre question, comment on peut faire une mesure de quelque chose qui est lointain sans avoir besoin d'y aller? Parce que là, vous êtes sur Terre, vous voulez mesurer la distance d'ici jusque je ne sais où, qu'est-ce que vous faites? Vous comptez des pas, vous déroulez une ficelle et vous mesurez la ficelle. Mais il est des cas où c'est difficile, vous avez une rivière, vous ne pouvez pas y aller. Est-ce que l'on peut mesurer une distance sans avoir besoin d'y aller? La réponse est oui. C'est ce qu'on appelle la triangulation. Alors ça, c'est connu depuis la plus haute antiquité. C'est quoi le principe de la triangulation? Vous voyez, je suis là, je veux mesurer la taille de cette pièce. Alors je repère quelque chose dans le fond, et puis je vois par rapport à une certaine direction, j'ai là un angle entre la caméra que je vois là-bas et cette direction perpendiculaire au mur. Voilà, j'ai un angle. Et puis je vais me déplacer, et quand je serai ici, je vois que ma caméra, elle a changé de direction. Je vais mesurer un autre angle entre toujours la même direction et la caméra. Et donc, je vais construire un triangle qui a pour base la distance que j'ai parcourue ici. Or, il y a un théorème de géométrie qui dit que quand on connaît la base et deux angles d'un triangle, on connaît tout le reste. Donc, on connaît la distance. Donc, je n'ai pas besoin de me rendre dans le fond de la salle pour la mesurer. Il suffit que je connaisse la taille de ma base et les deux angles, et j'aurai la distance de ce que je veux mesurer. Donc, vous voyez, ça ouvre des perspectives extraordinaires, puisqu'on n'a plus besoin d'y aller pour mesurer. Alors, sur Terre, on pouvait toujours dérouler une ficelle, même de 40 000 km pour en faire le tour, pourquoi pas. Tandis que quand on voit la Lune dans le ciel, dérouler une ficelle, c'est quand même pas facile. Et donc, maintenant que l'on sait faire une mesure sans avoir besoin d'y aller, on se dit, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec les astres qui sont dans le ciel? Alors il va se poser plusieurs questions. D'abord, quand on fait ce calcul, vous comprenez que la base, elle est assez importante. Si la base est trop petite,
évidemment, le calcul est plus difficile. Vous faites des erreurs sur les angles, et si vous faites des erreurs dans la mesure des angles, vous faites des erreurs sur la mesure de la distance, forcément. Il y a une espèce de propagation des erreurs de mesure entre les angles et la distance. Donc ça, il faut bien penser que c'est une chose importante. Ensuite, vous allez voir qu'il ne suffit pas de faire une mesure, il faut avoir un modèle. Alors c'est quoi un modèle? Eh bien, vous connaissez tous Ératosthène qui a mesuré le rayon de la Terre. C'est tout ce qu'on connaît de lui, ce qui est très important, effectivement, mais les choses n'ont pas été aussi simples. Un jour, Ératosthène ne s'est pas levé en disant « je vais aller mesurer le rayon de la Terre ». Pas du tout. C'est que cette histoire de triangulation, les gens avaient remarqué que quand ils regardaient le soleil à midi, par exemple, il était à une certaine hauteur dans le ciel. Et si on se déplaçait à la surface de la Terre, la direction du soleil changeait. Donc, on a deux angles, on mesurait une base, et on avait donc la distance. Et vous avez ça sur la gauche, tout simplement, vous avez le soleil, vous avez plusieurs endroits sur la Terre où vous mesurez des angles alpha 1, alpha 2, alpha 3. Eh bien, si vous faites cette expérience et ces mesures, vous en déduisez que le soleil est à 6300 km de la Terre. Chose très simple, on a fait une triangulation, et pourtant le résultat est faux. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a supposé que la Terre était plate. Mais bon, autrefois, on ne savait pas. Il y a un moment où on ne savait pas si la Terre était plate, elle était ronde, quelle était la forme de la Terre. Après tout, quand on est là, on a plutôt l'impression que c'est plat. Donc, si vous avez comme hypothèse que la Terre est plate et que vous faites votre mesure de triangulation, vous avez un Soleil à 6300 km de la Terre. Mais si vous supposez que la Terre est une sphère, et que vous faites cette mesure en supposant que le Soleil, lui, il est très loin, très très loin, alors vous en déduisez que la Terre a 6300 km de rayon. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas de faire une mesure, encore faut-il avoir un modèle qui corresponde à quelque chose, qui soit réaliste. Et Ératosthène, lui, alors avant lui, effectivement, beaucoup de gens avaient mesuré que le Soleil était à 6300 km de la Terre. On n'en parle plus aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de quoi s'en vanter, évidemment. Mais on a retenu juste que le jour où on a changé de modèle avec les mêmes mesures, on a mesuré le rayon de la Terre. Mais on a supposé que le Soleil était très loin. Vous voyez, il est quasiment à l'infini. Ce qui est aussi faux. Mais c'est moins faux que de dire que la Terre est plate. Donc voilà le problème de la distance Terre-Soleil. Vous voyez qu'en mesurant, en faisant de la triangulation, ça ne marche pas, parce que le Soleil est très très loin, et donc le triangle, il n'y a pas une forme de triangle, c'est jamais que deux lignes très allongées. Alors, on va faire des modèles, maintenant, pour mesurer le système solaire. Parce qu'on a réussi à mesurer la Terre, on est content, mais on n'a toujours rien dans le ciel. Alors le modèle de l'époque, le modèle d'Aristote, qui a duré très très longtemps, c'est que la Terre est au centre, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui va vite est proche, et ce qui va lentement est loin. Et bien, la Lune, c'est ce qui va le plus vite, donc vous avez la Terre, premier objet, la Lune. Mercure va très vite aussi, parce qu'elle tourne rapidement autour du Soleil, donc on la voit bouger très vite, donc elle arrive après. Après on a Vénus, après on a le Soleil, puisqu'il bouge dans le ciel, lui aussi, le Soleil. Si on imagine que la Terre ne bouge pas, ça veut dire que le Soleil tourne autour de la Terre, évidemment. Et après, on a Mars, on a Jupiter, on a Saturne. Et très très loin, on a les étoiles qui sont fixes. Donc voilà le monde d'Aristote. Voilà le modèle qu'Aristote fait. Alors avec ça, on a une échelle relative des distances dans le système solaire, c'est tout. Mais pas de distance absolue, évidemment. Alors après, on va trouver le modèle de Ptolémée. Alors Ptolémée, il remet la Terre au centre de l'univers, il y a le Soleil qui tourne autour de la Terre, jusque-là tout va bien, mais Jupiter et Saturne, ils tournent aussi autour de la Terre, mais sur des orbites un petit peu particulières. Alors effectivement. Et alors ça marche mieux que le modèle d'Aristote, évidemment, parce que c'est vrai que Jupiter, il ne tourne pas vraiment sur un cercle autour de la Terre, et Saturne non plus. Avec la combinaison des mouvements, ça fait des mouvements un petit peu curieux. Mais après tout, on appelle ça, Ptolémée a appelé ça des épicycles. Pourquoi pas? Pourquoi Jupiter et Saturne ne tourneraient pas de cette façon-là autour de la Terre? Il n'y a rien qui l'empêche. Malheureusement, quand on fait des mesures, ça ne colle pas bien. Il y a des choses qui ne collent pas. On
ne comprend pas bien pourquoi, mais ça ne marche pas très bien. Alors après, on a Copernic qui arrive, qui dit mais non, tout ça c'est bien trop compliqué. Avec le Soleil au centre et les planètes qui tournent sur des cercles, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors c'est vrai que quand on fait des mesures, on se rend compte que ça marche mieux. C'est plus, mais ça nous donne des mesures relatives. On n'arrive pas à avoir toujours des mesures absolues, des distances entre le Soleil et les planètes. On a un modèle qui est meilleur, c'est-à-dire que si on essaye de modéliser le mouvement des planètes, on arrive, par exemple, à prévoir les éclipses de Soleil beaucoup plus facilement qu'avec le modèle d'Aristote. Le modèle de Ptolémée, il a duré très longtemps parce qu'il réussissait à prédire les éclipses. Alors évidemment, on dit si on réussit à prédire les éclipses, c'est que le modèle est bon. Mais avec celui-là, c'était quand même un peu meilleur, mais ça ne collait pas toujours pas. C'était pas vraiment le modèle de Copernic. Tout le monde a dit, bah oui, c'est bien, mais ça marche pas tellement mieux. Et effectivement, il faut attendre l'arrivée de Kepler pour que là, on commence à comprendre certaines choses. Vous avez tous entendu parler des 3 lois de Kepler. La première loi, elle est très très importante par rapport à Copernic. Copernic supposait aussi, comme Ptolémée, puis comme tout le monde, que les seuls mouvements qui étaient possibles dans l'espace, c'était les cercles. C'était quelque chose de parfait. Comme les astres avaient l'air parfaits, ils ne pouvaient être que sur des cercles. Et c'était là où il y avait une erreur. Et effectivement, Kepler, eh bien, il dit, non, les planètes ne tournent pas sur des cercles autour du Soleil, mais sur des ellipses. Donc vous voyez, une ellipse, c'est une figure mathématique qui a, contrairement au cercle, qui a un seul centre, il y a 2 centres pour l'ellipse, on appelle ça des foyers, et vous avez la planète qui tourne, et le Soleil, lui, il n'est pas du tout au centre de l'ellipse, mais il est sur l'un des foyers. Voilà. Donc ça, la première loi de Kepler, ce sont des ellipses, et le Soleil est sur l'un des foyers. Et deuxième loi de Kepler, on a la deuxième loi de Kepler, c'est que tout simplement, quand la planète est loin du Soleil, elle va lentement, et quand elle est près du Soleil, elle va beaucoup plus vite. Donc vous voyez qu'il y a 2 choses. Non seulement c'est une ellipse, mais il y a la variation de la vitesse de la planète sur son orbite. Alors, vous allez me dire, mais comment il a fait pour s'en apercevoir, Kepler ? Tout simplement, il a utilisé des observations qui avaient été faites par Tycho Brahe. Parce qu'il faut bien vous dire que, d'accord, la Terre, elle est sur une ellipse autour du Soleil, mais supposez que je veuille vous dessiner une ellipse. Alors, je vais dessiner un cercle, et puis je vais aplatir mon cercle. De combien dois-je aplatir mon cercle pour avoir l'orbite de la Terre ? Eh bien, je ne dois l'aplatir que de l'épaisseur du trait. C'est-à-dire qu'elle est très très légèrement aplatie. Donc, on se dit, mais alors comment Kepler a pu voir ça ? Surtout, ce qu'il a vu, c'est la variation de vitesse. Parce que même si l'ellipse n'était pas du tout aussi aplatie que ça, c'était plutôt comme en haut, eh bien, quand la Terre passait plus près du Soleil, elle accélérait, et quand elle était loin du Soleil, elle ralentissait. Et c'est ça que Kepler a mesuré, c'est la variation de la vitesse, et il en a déduit tout le reste. Alors, une fois qu'il a fait ça, après, il a essayé de voir la succession des planètes dans le système solaire. Puisqu'on avait toujours cette notion que les planètes qui allaient vite, elles étaient proches de la Terre, et puis celles qui allaient loin, elles étaient lentes. Alors, c'est vrai qu'on se demande comment Kepler a trouvé sa 3e loi. En fait, c'était un musicien, il cherchait des harmonies, tout simplement, dans les chiffres. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à sa 3e loi, qui dit que le cube du demi-grand axe d'une planète divisé par le carré de sa période de révolution est une constante pour toutes les planètes. Alors bon, c'est une formule qui relie la distance entre la planète et le Soleil et sa vitesse de révolution. Voilà, donc il y a un lien entre les deux. Et ce lien, c'est toujours le même pour toutes les planètes. Donc si vous prenez une planète qui est plus loin qu'une autre, eh bien, sa période de révolution sera tout simplement plus longue d'une quantité que l'on peut calculer comme ça. Alors évidemment, une fois qu'on a cette loi, il suffit de connaître une seule distance dans le système solaire, et on les connaît toutes. Et après, on mesure la durée de révolution des planètes. Donc, il n'y a pas besoin de mesurer la distance de la Terre au Soleil, il suffit de mesurer la distance de la Terre à une autre planète qui passe plus près d'elle que le Soleil. Donc mon histoire de triangulation, ça va commencer à être plus facile, puisqu'on n'aura pas besoin d'essayer de faire une triangulation avec le Soleil qui, lui, est très très loin.
comme Ératosthène l'avait dit, il est tellement loin qu'on ne voit pas de différence quand on mesure des angles de deux endroits différents. Voilà. Donc, grâce à la troisième loi de Kepler, on va chercher une planète qui passe pas trop loin de la Terre. Alors voilà, cette troisième loi de Kepler, petit a, c'est, disons, le rayon du cercle, t, c'est la période de révolution, eh bien, a au cube divisé par t au carré, c'est la même chose. Donc si on a deux planètes, eh bien, il suffit de connaître la distance delta A2 moins A1, et avec ça, on a tout le reste, on a tout. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, on a un modèle qui va nous permettre de calculer toutes les distances dans le système solaire. Alors maintenant, une petite définition. En astronomie, on ne parle pas de distance. Puisqu'on ne mesure que des angles, je ne peux pas vous dire la distance à Jupiter est de temps. Ce que je vais vous dire, c'est quelle est la différence d'angle quand on change de place sur la Terre pour voir Jupiter. Alors on appelle ça la parallaxe en astronomie. Alors vous voyez, là, vous avez par exemple la Terre vue du pôle. Là, vous avez le pôle, puis la Terre, elle tourne. Vous êtes en B, par exemple, et puis vous allez vous déplacer comme ça, parce que la Terre, elle va tourner. Quand vous êtes en B, vous regardez votre planète, et vous avez un certain angle. Et puis quand vous êtes en Z, c'est un autre angle. Et quand vous êtes en A, vous voyez que l'angle a encore changé. Donc tout simplement, cet angle, il s'écarte, et puis il a une valeur maximum. C'est-à-dire que votre objet, là, il ne peut pas s'écarter d'une position moyenne de plus que cet angle-là, évidemment. Eh bien, le maximum de cet angle, on appelle ça la parallaxe de l'objet. Donc on va dire, tout simplement, la parallaxe de Jupiter, c'est tel angle. La parallaxe de Vénus, c'est tel angle. La parallaxe du Soleil, c'est tel angle. Voilà. On ne va pas vous dire la distance à Jupiter, etc. Non, les astronomes ne fonctionnent qu'en angle. Donc, au lieu d'avoir une distance, on a tout simplement la parallaxe d'un objet, alors qu'on mesure comme ça, voilà, il suffit soit de se déplacer de A à B, soit d'attendre que la Terre tourne. Alors ça dépend, parce que si on est entre le nord et le sud, là on a beau attendre, on ne sera jamais effectivement à la bonne place. Alors comment on fait pour mesurer des positions angulaires? Parce que c'est bien joli, là je vous dis on mesure un angle. Mais mesurer un angle, quand je mesure un angle ici, vous voyez que j'ai les murs, et puis je mesure mon angle à partir des murs. Je ne mesure pas un angle dans l'absolu. Et quand je regarde le ciel, je n'ai pas de référence, je n'ai pas un méridien tracé sur le ciel. Alors, on va se rappeler ce que c'est que les coordonnées géographiques. Les coordonnées géographiques, c'est que tout simplement vous avez une sphère, la Terre, et vous définissez ce qu'on appelle des coordonnées. Vous avez un pôle, vous avez un équateur, vous avez des méridiens et vous avez des parallèles. Alors le pôle, il est facile à déterminer puisque la Terre tourne autour de son axe. Donc il y a un axe, donc c'est facile d'avoir un pôle nord. Donc si on a un pôle, on a un équateur. Voilà. Donc on peut mesurer des latitudes. Et puis après, on va prendre un méridien, par exemple le méridien de Greenwich, on va dire c'est le méridien 0. Et donc, si j'ai un point sur la surface de la Terre, je vais mesurer une latitude et une longitude. Et avec mes deux coordonnées, je peux placer un point sur la Terre. Eh bien, dans le ciel, je vais faire la même chose. Alors, vous voyez, tout simplement, on a une sphère, et sur la sphère, on a un système de référence. On a un équateur, un pôle et un méridien origine. Et donc ça, c'est absolument nécessaire. Pour pouvoir se situer sur la Terre, il faut avoir ce système de référence, sinon on ne sait pas où on est. Alors dans le ciel, on va faire la même chose, mais regardez le ciel, comment on va définir des méridiens là-dedans? Il n'y a pas de Greenwich dans le ciel. Alors, d'abord, première chose, on va essayer de définir une sphère. Je suis là, j'ai le zénith au-dessus de moi, et puis j'ai l'horizon autour de moi. Ça y est, j'ai ma sphère. J'ai mon pôle, là-haut, et j'ai mon équateur, c'est la ligne d'horizon. Alors il me faut un méridien d'origine. Eh bien, quand vous êtes quelque part, il y a une direction privilégiée qui est facile à déterminer, c'est le sud. Pourquoi? Parce que tous les matins, vous voyez le soleil qui se lève à l'est, il culmine dans la direction du sud, et il va se coucher à l'ouest. Et la nuit, toutes les étoiles se lèvent à l'est, culminent dans la direction du sud, et vont se coucher à l'ouest. Donc la direction du sud, il suffit de voir où les astres culminent dans le ciel, c'est la direction du sud. Donc voilà, j'ai mon système de référence, avec le zénith c'est mon pôle,
L'horizon tout autour, c'est mon équateur, et la direction du sud, c'est mon méridien origine. Alors il y a un problème, c'est que, bah oui, je peux faire toutes mes mesures comme ça. Mais si j'ai quelqu'un d'autre qui mesure à 200 km de là, son zénith il est ailleurs, sa direction du sud elle est différente, il a un autre système. Donc ça pose un problème, c'est que c'est vraiment local. Il n'y a que moi qui peux faire ça, qui peut faire mes mesures dans ce système. Donc ça ne va pas. Il faut vraiment avoir un système global pour tout le monde. Alors on va chercher autre chose, et on va se dire, on va faire un petit peu comme sur la Terre, on va prendre l'axe de rotation de la Terre, et on va projeter le pôle Nord dans le ciel. Alors si on le projette, le pôle Nord terrestre dans le ciel, on définit l'étoile polaire. Donc il y a une étoile, effectivement, qui correspond au pôle Nord dans le ciel. Donc je peux définir sur la sphère céleste un pôle, ben, le pôle Nord, avec l'étoile polaire. Je lui associe tout simplement un équateur, qui se retrouve dans le ciel, qui est défini par l'étoile polaire, et il va manquer mon méridien d'origine. Alors ça va être un problème. J'ai toujours la direction du sud, évidemment. J'ai mon zénith qui est là, et puis j'ai le pôle Nord qui est un petit peu penché, hein, l'étoile polaire elle est comme ça. Donc j'ai ma direction du sud qui peut être aussi mon origine, mais là, ça va être encore quelque chose de local. Donc vous voyez, on a à droite, tout simplement P c'est le pôle Nord, Z c'est le zénith, l'horizon H, et on a aussi un équateur que vous avez à gauche, où vous mesurez des positions sur le ciel. Alors on n'appelle pas ça les longitudes et les latitudes, on appelle ça l'ascension droite et la déclinaison. C'est tout simplement des termes utilisés par les astronomes qui sont un petit peu différents. Alors mon problème est de déterminer mon méridien d'origine. Alors quand j'observe dans le ciel, j'observe que le Soleil il se déplace dans ce système de référence. Le système équatorial, l'étoile polaire, la projection de l'équateur terrestre sur la sphère céleste, j'ai donc ce système-là, et bien dans ce système, j'ai le Soleil qui se déplace. Et qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit un grand cercle qui va recouper l'équateur céleste. Voilà, c'est tout simplement le Soleil. Et quand est-ce que le Soleil recoupe l'équateur céleste? Bah, tout simplement au 21 mars et au 21 septembre, à l'équinoxe. Voilà, donc j'ai le Soleil qui est dans l'hémisphère sud en hiver et dans l'hémisphère nord en été. Et au printemps, eh bien, il passe à l'équinoxe. Alors ce point, quand il est à l'équinoxe, on appelle ça le point gamma, le point vernal, l'équinoxe. Et ce point-là, on va dire, bah, ça va être notre origine. C'est là, on va prendre le méridien origine. C'est le méridien qui passe par ce point gamma. Alors vous allez me dire, pourquoi on n'a pas pris une étoile? Bah, il y a peu de civilisations qui se sont construites sur les étoiles. Tout le monde se construit sur le Soleil. Enfin, pour une raison simple, c'est qu'après, quand on construit des calendriers, des choses comme ça, on veut respecter les saisons. Or, les saisons sont liées à ce point d'équinoxe. Donc voilà pourquoi on prend l'équinoxe comme référence. Alors voilà, maintenant, bah, tout simplement, vous êtes sur votre observatoire local, vous avez donc votre pôle céleste nord, l'équateur céleste, le point gamma, et puis vous avez toujours votre direction du sud. Et quand vous faites des mesures, c'est beaucoup plus facile de mesurer à partir de la direction du sud, parce que votre point gamma, vous ne savez pas trop où il est. Alors en fait, le point gamma, qu'est-ce qu'il tourne? Ben, il tourne comme une étoile. On peut dire que le point gamma, c'est une fausse étoile, une étoile virtuelle dans le ciel. Et il tourne, ben, il fait un tour, non pas en 24 heures, mais en 23 heures 56 minutes, tout simplement, ben, il fait un tour tout simple. Donc on peut calculer où il est le point gamma. C'est une simple équation mathématique qui vous dit, ben voilà, le point gamma, il est à tel angle de votre direction du sud, puisque quand vous êtes chez vous, la seule direction que vous connaissez, c'est le sud. Donc par rapport au sud, votre point gamma, il y a un certain angle, et un angle qui varie dans la journée, il varie. Donc tous les jours, le point gamma, il se lève à l'est, il culmine dans la direction du sud, et il va se coucher à l'ouest. Eh bien, l'angle entre le point gamma et votre direction du sud, on appelle ça le temps sidéral local. Donc dans les coupoles d'observatoire, vous avez une horloge en temps sidéral, elle ne mesure pas un temps en fait, elle mesure un angle, l'angle du point gamma par rapport à votre direction du sud. On appelle ça l'angle horaire du point gamma. Toujours, vous voyez, le temps, l'heure, parce que pendant longtemps, on a utilisé ça pour construire le temps. Maintenant, on sait que la Terre ralentit, donc on n'utilise pas ce genre de choses. Donc, ben voilà, maintenant, quand vous voulez mesurer la position d'un astre dans le ciel, ben vous avez tout simplement l'ascension droite et la déclinaison, comme la longitude et la latitude.
Alors c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez que vous avez l'angle horaire d'un point dans le ciel, c'est égal au temps sidéral, c'est-à-dire le point gamma, plus l'ascension droite de votre objet. Donc vous avez tout simplement l'alpha et le delta qui sont une position fixe sur la sphère céleste de votre étoile que vous visez. Par contre, tout ça, ça tourne avec la Terre, et donc cet angle-là, il bouge, et vous avez votre objet qui tourne. Le point gamma, il avance, il avance, il avance, et vous voyez qu'il y aura bien un moment où votre objet, il va passer dans la direction du sud. Et ça, c'est très important, parce que, vous voyez, si vous voulez, si vous mesurez dans votre repère local une hauteur sur l'horizon, ce qui est quand même le plus facile, pour passer à l'ascension droite et à la déclinaison, vous avez un calcul très compliqué à faire, on appelle ça la résolution de triangle sphérique. Voilà. Et ça, c'est vraiment compliqué. Vous avez la distance zénithale, la déclinaison, tout ça. Et ça, c'est compliqué. Alors, ce que les astronomes ont fait quand ils n'avaient pas d'ordinateur, ils se sont dit, on va attendre tout simplement que notre objet qu'on mesure ici, il tourne, et puis il passe dans la direction du sud. Et quand il passe dans la direction du sud, alors là, le triangle sphérique, il se réduit à une ligne. Voilà. Donc vous avez votre direction du zénith, hein. Ça c'est le méridien nord-sud. Vous faites une coupe nord-sud de votre télescope. Oui, là où vous avez votre télescope, vous faites une coupe nord-sud. Et quand vous avez l'objet qui passe dans la direction du sud, voilà, eh bien tout simplement, vous avez l'équateur céleste, évidemment, il est en face de vous, vous avez la déclinaison, vous avez la hauteur que vous mesurez, et vous avez la latitude du lieu où vous êtes, que vous connaissez. Donc vous pouvez tout simplement calculer la déclinaison avec une formule aussi simple que ça. Et en plus de ça, quand vous avez votre objet qui passe dans la direction du sud, eh bien son ascension droite est égale au temps sidéral local, puisque tout simplement, vous n'avez que la distance entre votre origine, le point gamma, et la direction du sud, c'est la même que pour votre objet. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que quand on fait de l'astrométrie, c'est-à-dire quand on mesure des angles sur le ciel, eh bien, on essaye de faire des choses plus simples, parce que les calculs sont relativement compliqués. Mais on est obligé de passer par là si on veut faire des mesures d'angle sur le ciel. Donc vous voyez, il faut avoir un système de référence, et c'est quand même compliqué. Alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça, alors qu'on veut parler du passage de Vénus? Eh bien parce que, voilà, toute cette théorie a été faite au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, et puis, voilà, on s'est dit, on a intérêt à observer tous les objets quand ils passent dans la direction du sud, puisqu'on n'a pas de calcul compliqué à faire, on a des équations très simples. Mais encore faut-il que les mesures soient précises sur le ciel. Et ça, à la fin du Moyen-Âge, c'était quand même pas des choses faciles à faire. Alors, on a les lois de Kepler, et on a les mesures sur le ciel. Bon. Alors on se dit, quelles sont les planètes qui passent pas trop loin de la Terre? Vous avez Mars et Vénus, sans qu'on connaisse évidemment les distances, mais on sait lesquelles, c'est celles qui vont le plus vite, qui sont au plus proche de nous. Alors il faut éliminer la Lune parce qu'elle ne tourne pas autour du Soleil, donc les lois de Kepler ne s'appliquent pas à la Lune. Donc voilà, on a le Soleil, vous avez toutes les planètes, et comme la Terre est ici, vous voyez que les deux planètes les plus proches, c'est Mars et Vénus. Eh bien, on va essayer de mesurer des angles et de faire notre triangulation avec Mars et Vénus. Bon, alors on fait les calculs. Voilà, on a Mars. Alors, en 1600 et quelques, on a mesuré depuis Paris et depuis Cayenne la position de la planète Mars. Alors, ce n'était pas facile parce qu'on mesure des angles sur la sphère céleste, c'est compliqué. On a besoin d'avoir des étoiles pour se rattraper un petit peu aux branches, je dirais, pour essayer de se mesurer. On ne connaît pas bien les étoiles, donc c'est pas très précis. On dit, bon, on essaie, alors on fait des calculs et on commence à voir notre parallaxe de la planète Mars, donc la distance de la planète Mars. D'où on va déduire une distance du Soleil, puisque, troisième loi de Kepler, on a la distance Terre-Mars, on peut en déduire la position du Soleil. Bon, alors voilà, on a fait ça avec Mars, et maintenant on va essayer avec Vénus, mais avec Vénus, il va se passer une chose extraordinaire, c'est qu'on se dit, mais attention, Vénus est entre la Terre et le Soleil, ça veut dire que de temps en temps, Vénus doit passer devant le disque solaire, puisque Vénus est entre la Terre et le Soleil. Eh bien, si Vénus passe entre la Terre et le Soleil, eh bien, selon l'emplacement où on l'observe sur la Terre,
la durée de passage de la planète va varier d'un endroit à l'autre. Vous voyez, quand je suis au point A sur la Terre et que j'observe le passage de Vénus devant le Soleil, j'ai une corde qui est assez longue. Et si je suis au point C, eh bien j'ai une corde qui est plus courte. Donc là, je n'ai pas besoin de mesurer un angle, il suffit que je mesure une durée. Or, c'est beaucoup plus facile de mesurer une durée qu'un angle. Donc ce système, les astronomes ont été emballés par ce système en disant, bah voilà ce qu'il faut faire. Il faut attendre que la planète Vénus passe devant le disque solaire, on fera des mesures de durée, et on en déduira un angle, et donc une parallaxe, et la distance de Vénus, et donc du Soleil. Voilà, on remplace une mesure d'angle par une mesure de temps, et c'est bien plus précis. Alors le problème, c'est que, surtout à l'époque de Kepler, c'était jamais que la théorie qui disait, bah oui, Vénus passe entre la Terre et le Soleil, donc elle doit passer devant le Soleil, mais quand? Voilà, quand? Ça, c'était le problème. Quand est-ce que Vénus va passer devant le Soleil? Alors voilà la visibilité de Vénus, hein. Vous avez la Terre qui est là, le Soleil, et voilà, quand Vénus est entre la Terre et le Soleil, on ne la voit pas, ou elle est devant le Soleil, mais rarement. Et puis après, si vous avez déjà observé Vénus dans un télescope, vous avez tout simplement des quartiers exactement comme la Lune, puisqu'elle est entre le Soleil et nous. Donc voilà comment on observe Vénus et Mercure, hein, c'est la même chose, puisque ce sont les deux planètes qui sont entre la Terre et le Soleil. Alors continuons, voilà ce qui se passe. Supposez qu'on ait le Soleil, Vénus et la Terre. Alors la Terre met 365 jours un quart, et Vénus met 224 jours 70. Eh bien, quand est-ce qu'elle se retrouve? Tous les 583 jours 92, c'est un petit calcul mathématique. Donc on est là, donc là on a vraiment, tout simplement, Vénus qui est devant le Soleil. Alors on continue, donc la Terre a fait un quart de tour, et Vénus est avancée beaucoup plus vite, puisqu'elle va plus vite que la Terre, et voilà ce qu'on voit dans le ciel, au bout de 91 jours. Et puis on continue, voilà, et on continue encore. Bientôt, Vénus va passer derrière le Soleil, et Vénus revient tout simplement petit à petit. Eh bien, elle va repasser au bout de 584 jours, on la retrouve devant le Soleil. Donc, théoriquement, eh bien, Vénus devrait passer devant le Soleil tous les 584 jours. Oui, mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors pourquoi ce n'est pas ce qui se passe? Eh bien, tout simplement parce que le plan de rotation de Vénus autour du Soleil, bon, il y a un petit défaut là dans le dessin, tout simplement, le plan est légèrement incliné. Donc, voilà, ça ne marche pas. On a tout simplement, souvent, tout simplement Vénus qui passe à côté du Soleil et non pas devant. Voilà. Donc là, normalement, vous avez l'orbite de Vénus ici et l'orbite de la Terre. Quand les deux sont là, ça va, mais quand tout simplement Vénus est beaucoup plus haute que la Terre, eh bien, elle passe au-dessus ou au-dessous du Soleil. Alors ça, c'est un problème. Alors tout simplement, cette intersection des deux orbites, tout simplement, la Terre, elle passe ici, elle passe là tout simplement en juin et en décembre. Voilà. Donc il ne peut y avoir des passages de Vénus devant le Soleil que près du 7 décembre ou près du 5 juin. Voilà, ça ne peut être que là, puisqu'il faut vraiment que... Donc, tous les 584 jours, il y a un alignement, mais si l'alignement se produit ici ou ailleurs, tout simplement, il ne se passe rien, on ne peut rien voir. Donc, ce n'est pas tous les 584 jours. Voilà, vous voyez, donc on a 8 ans, 121 ans et demi, 8 ans, 105 ans, 8 ans, 121 ans et demi, 8 ans, 105 ans et demi, etc. Donc, voilà un petit peu comment vont se répartir les passages de Vénus. Donc vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc pour faire cette mesure, il faut surveiller quand est-ce que ça va se passer. Alors qui a eu l'idée de faire ces mesures pour mesurer la distance Terre-Soleil? Alors Ptolémée, déjà, lui, il dit, oui, Mercure et Vénus devraient passer entre nous et le Soleil, mais avec ses calculs, il n'a jamais été capable de prédire quand est-ce que ça se passait. Alors, on en a prédit un en 807, mais en fait, il y en a eu un en 806 et un en 809, donc en fait, il n'y en avait pas. Alors Copernic aussi, lui, dit, oui, mais avec mon système, ça marche aussi. Hein. Mercure et Vénus devraient pouvoir passer... voilà.
Mais Kepler, qui a un modèle bien meilleur, lui, il dit « Ah, bah, avec ma théorie, on devrait quand même réussir à prévoir quand est-ce que ça va se passer. » Alors c'est vrai que Kepler prévoit un passage pour le mois de mai 1607, et en fait, bah non, il n'y a pas de passage, il s'est trompé, il a essayé d'observer, mais il a vu une tache sur le Soleil, mais il y a des taches sur le Soleil, hein, c'est pas forcément Vénus, et en fait, il n'y avait pas de passage, puisque les passages les plus proches, c'était 1605 et 1615 pour Mercure, hein, puisqu'il avait calculé à la fois Mercure et Vénus, donc il avait essayé de prévoir pour Mercure, mais il n'a rien observé. Alors, en fait, c'est Gassendi qui, le premier, observe un passage de Mercure devant le Soleil. C'est donc le 7 novembre 1631. Alors, il a utilisé une chambre noire, c'est-à-dire que vous êtes dans un endroit tout noir, vous faites un petit trou dans le mur, et le rayon du Soleil va projeter dans votre pièce l'image du Soleil. Et c'est ce que je vous recommande d'ailleurs, c'est le mieux pour observer le passage de Mercure devant le Soleil. Alors en fait, il observe et il réussit à voir un petit quelque chose, effectivement. Donc il sera le premier à avoir détecté. Alors vous voyez, les prédictions, elles n'étaient pas très bonnes, puisque pendant 2-3 jours, il fallait regarder le Soleil en espérant que Mercure allait passer devant le Soleil. Et en fait, il n'y avait pas une grosse différence d'heures, puisqu'il y avait juste un décalage de 5 heures entre la prévision de Kepler et le moment du passage. Donc vous voyez que c'était quand même pas trop mauvais, 5 heures d'erreur. Alors, il y a eu d'autres observations qui ont été faites, mais Gassendi est le premier à avoir compris, à avoir pris la prédiction et avoir observé le passage de Mercure. Alors c'est vrai, il a écrit « Le rusé Mercure voulait passer sans être aperçu. Il était entré plus tôt qu'on ne s'y attendait, mais il n'a pu s'échapper sans être découvert. » Effectivement, ça a commencé 5 heures plus tôt, mais en fait, il a quand même réussi à le voir. Alors n'oubliez pas, pour pouvoir observer un tel passage, il faut tout simplement qu'il fasse jour, parce que si ça se passe pendant la nuit, évidemment, vous ne voyez rien du tout, ce qui est quand même gênant. Alors, le passage de Mercure du 7 novembre 1677, là, c'est Halley qui dit faut essayer de mesurer, parce que avec ça, on devrait pouvoir faire la parallaxe de Mercure, et donc d'avoir la distance Terre-Soleil. Alors, où va Halley? Tout simplement, il va dans l'île de Sainte-Hélène pour faire la mesure. Donc voilà, vous avez l'île de Sainte-Hélène, c'est là où va Halley. Voilà, vous avez l'île, là. Et en fait, c'est tout simplement l'île exactement à l'endroit où Napoléon sera emprisonné. C'est là où Halley, en 1677, a fait l'observation du passage de Mercure. Alors, ce passage de Mercure, il a été observé aussi à Avignon par l'abbé Gallet. Donc, comme ils étaient loin l'un de l'autre, ils se sont dit, on va pouvoir calculer une parallaxe. Puisqu'on est loin, on a chacun mesuré quelque chose, une durée différente. Alors, quand on calcule aujourd'hui, on se rend compte que à Sainte-Hélène, ça mettait 5h13, 30 secondes, et à Avignon, 5h14, 06. Donc vous voyez que la différence n'est pas très forte, il fallait quand même avoir des bonnes horloges à l'époque pour pouvoir mesurer des choses comme ça. Alors en fait, leur calcul donne une parallaxe du Soleil de 45 secondes, alors qu'en fait, la réalité de la parallaxe du Soleil, elle est de 8 secondes 8. Donc vous voyez qu'elle est beaucoup trop forte. C'est-à-dire que cette observation d'un passage de Mercure arrivait à un Soleil peut-être à 30 millions de kilomètres de la Terre au lieu de 150 millions. Donc c'était quand même pas très juste, mais bon, ils avaient quand même fait ce calcul de parallaxe à partir d'un passage de Mercure. Alors il y a d'autres passages de Mercure. Vous voyez, il y a Hevelius qui fait une mesure. Et alors, en 1644 et 1651, c'était invisible en Europe, donc à l'époque, il n'y avait qu'en Europe qu'on observait. Voilà. Par contre, celui de 1690, à Canton, on a un rapport en disant oui, qu'il y a un petit point qui est passé devant le Soleil. Alors, un passage de Vénus dure de 5 à 8 heures et un passage de Mercure de 3 à 8 heures à peu près. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant un passage? Vous avez votre objet qui arrive, qui a un contact avec le Soleil, c'est ce qu'on appelle le premier contact, puis le deuxième contact intérieur, puis vous avez l'objet qui traverse, puis vous avez le troisième contact intérieur et le quatrième contact.
quand la planète sort du disque solaire. Donc c'est ça qu'on va mesurer. Quand vous verrez Mercure, vous essayerez de mesurer les premiers et deuxièmes contacts, troisième et quatrième, et de comparer avec la prédiction de l'éphéméride qui a été calculée pour voir un petit peu la différence. Alors on a un petit peu la même chose pour Mercure que pour Vénus tout à l'heure. Quand vous avez ça, tout simplement vous avez Mercure qui est devant le Soleil, et puis quand on les fait avancer, voilà ce que vous voyez. Tout simplement, petit à petit, Mercure tourne autour du Soleil. Mercure va beaucoup plus vite que la Terre, et il faut attendre, effectivement, vous voyez que la Terre fait un peu plus d'un quart de tour pour qu'on retrouve ça. Donc théoriquement, il devrait y avoir un passage de Mercure devant le Soleil tous les 115 jours. Ben non, il n'y en a pas tous les 115 jours, parce qu'on a le même problème que tout à l'heure. On a tout simplement l'inclinaison de l'orbite de Mercure par rapport à l'orbite de la Terre. Donc vous avez ici l'intersection des deux orbites. Bon, apparemment, sur cet ordinateur-là, ça passe pas bien. Vous avez l'orbite de Mercure ici et l'orbite de la Terre qui est là. Et l'intersection des deux orbites est ici. Donc c'est en mai et en novembre. C'est pareil, quand la Terre est là, c'est le mois de mai. Quand elle est là-bas, c'est le mois de novembre. Donc ça ne peut arriver qu'en mai ou en novembre que l'on ait un passage de Mercure devant le Soleil. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que quand on a cet alignement, on a ça. Quand vous avez tout simplement la Terre et Mercure qui sont là, tout simplement ça passe en dessous du Soleil. Voilà, puis quand on est là, ça passe ici. Voilà. Et de l'autre côté, ça fait la même chose. Voilà, on a la même chose. Donc, en mai et en novembre, on a de temps en temps le passage. Alors, les périodicités, vous avez des périodes de 13 ans, 33 ans, 46 ans, 171 ans et 217 ans. Et pour le mois de novembre, il y a 7 ans en plus. En plus. Donc ça, c'est des périodes qu'on calcule effectivement à partir du mouvement des deux corps. Et donc, vous pouvez avoir 7, 13, en fait, c'est 7 ou 13, ou 33, ça dépend. Ça dépend du passage. Alors maintenant, on va revenir au passage de Vénus, parce que le passage de Mercure, vous avez vu que ça n'a pas donné de bons résultats, parce que Mercure est trop loin. Donc il vaut mieux s'en tenir à Vénus, qui est plus grosse, qu'on voit mieux, et qui est plus près de nous. Alors le premier, alors évidemment, il n'y en a pas beaucoup, là. 8 ans et 101 siècles, il n'y en a pas beaucoup. Alors en fait, la première observation du passage de Vénus, elle est due à un pasteur anglais qui s'appelle Horrocks, qui tout simplement, en fait, il a fait quelques études, mais il est très très doué. Et en 1635, il a 16 ans, il dit « Oh, je vais recalculer toutes les éphémérides du système solaire avec les lois de Kepler. » Oui, bonne idée. Et je vais en profiter pour prévoir le passage de Vénus devant le Soleil. Donc il fait le calcul, effectivement, et il prévoit celui de 1639. Alors en fait, il n'a pas de chance, puisqu'il va mourir à 22 ans en 1641. Ce qui est dommage, parce qu'il était très prometteur de faire des calculs comme ça. Donc on voit notre Horrocks qui fait son observation. Alors en fait, il a fait juste avant le coucher du Soleil, là vous avez le disque solaire, et vous avez les positions de Vénus qu'il a observées. Tout simplement, c'était juste avant le coucher du Soleil. Quand le Soleil est couché, même si Vénus passe devant, on ne le sait pas. Alors en fait, pour lui, ce qui était très important, c'est que ça vérifiait les lois de Kepler. Il avait refait toutes les éphémérides du système solaire avec les lois de Kepler, et il réussissait à prévoir le passage de Vénus. Donc pour lui, les lois de Kepler étaient bonnes, parce que Kepler, il a sorti ses lois, mais il fallait les vérifier, c'était pas... Et là, au moins, ça prouvait qu'elles étaient bonnes. Alors, sur ce dessin, vous avez tout simplement la visibilité du passage de Vénus de 1639. Donc, dans cette zone-là, c'est tout à fait visible. Et puis, là, ça devient de moins en moins. Et là, c'est invisible. En fait, c'est la visibilité du Soleil. C'est le jour. Vous avez le jour ici et la nuit là. Tout simplement, ici, il fait nuit. Donc là, c'est le moment, l'heure de coucher du Soleil. Donc, au moment du passage de Vénus. Donc, vous voyez qu'en Europe, le Soleil se couchait ici.
Et donc le passage, ils ont eu de la chance, parce que si le soleil s'était couché juste un petit peu différemment, un petit peu plus tôt, eh bien ils n'auraient rien vu. Et s'ils n'avaient rien vu, bah, ça n'aurait rien prouvé du tout. Ni que Kepler avait tort, ni que Kepler avait raison. On ne savait pas. Donc ils ont eu de la chance. En plus de ça, il ne faisait pas très beau temps. Surtout que Rox, il observait en Angleterre. Alors, il y a eu une autre observation faite par un certain Crabtree à Manchester. Alors lui, c'est pareil, il a eu des nuages. Et il a eu juste 10 minutes d'observation. Alors lui, il n'a fait aucune mesure. Il était tellement stupéfait de voir ça qu'il en a perdu tous ses moyens, il n'a rien noté. Alors quand on prend leurs observations, voilà, on a le passage de Vénus, donc le deuxième contact c'est à 15h15 et à 15h50, bah, tout simplement, le soleil se couche, donc voilà, on ne peut pas... Alors ça a été fait avec une chambre noire, toujours une chambre noire, mais une lunette pour projeter le soleil. Alors Horrocks, bah, tout simplement, il avait commencé à observer la veille, hein, parce qu'il ne savait pas trop quelle était la précision de ses calculs, donc la veille il ne voit rien. Le dimanche matin il observe, il ne voit rien tout simplement parce qu'il y a des nuages. Bon, c'était dimanche, donc il y avait la messe et toutes les activités liturgiques, donc il n'avait pas trop le temps d'observer. Et puis à 15h15, bah, il a un petit peu de temps, il revoit, et là il voit juste le début du passage. Donc voilà comment Horrocks a vu le premier passage de Vénus devant le Soleil. Alors, après ce passage du XVIIe siècle, il va se passer un siècle avant les passages suivants. Donc en un siècle, la science va progresser. Donc quand arrive le XVIIIe siècle, là, l'enjeu il est complètement différent, parce qu'on a compris comment ça marchait. On a pu vérifier avec d'autres observations. Mais ce qu'on a compris surtout, c'est que le passage de Vénus devant le Soleil, elle était le seul moyen efficace de mesurer la distance de la Terre au Soleil. Parce que toutes les mesures qui avaient été essayées de faire sur les autres astres, ben, ce n'était pas précis du tout. Alors il y a toujours des problèmes, c'est que les longitudes sont mal connues, donc quand on se déplace, qu'on va à l'autre bout du monde, tout simplement pour observer, parce qu'en France, si on ne peut pas le voir, il faut aller là où le soleil est levé, ben, on ne connaît pas bien les longitudes, donc si on ne connaît pas bien la différence de longitude entre les différents pays, ça fait des erreurs. Les horloges ne conservaient pas bien le temps, elles se déréglaient rapidement. Les voyages étaient lents, il fallait prendre des bateaux à voile pour aller au bout du monde. Donc ça coûtait très cher, et surtout, puisqu'il s'était passé un siècle, aucun astronome n'avait l'expérience de l'observation d'un passage de Vénus devant le Soleil. C'est ça le problème, c'est qu'il y a un siècle, donc personne n'a jamais vu ça. Alors arrive le premier passage, donc on va avoir deux passages à 8 ans d'intervalle, en 1761 et en 1769. N'oubliez pas, 1760, c'est le règne de Louis XV, la science est à son apogée à l'époque, donc il y a une mobilisation générale pour mesurer l'univers. Ça, c'est vraiment quelque chose, même la population est enthousiaste. Un petit peu comme quand les Américains sont allés sur la Lune, où tout le monde était assez, quand même, c'était important. Et bien là, c'était très important. Tout le monde attendait le passage de Vénus pour pouvoir mesurer le système solaire. Mais pas de chance, la visibilité du passage n'a lieu qu'en Asie et en Inde. Donc, quand vous êtes en 1761 et qu'il faut s'en aller comme ça à l'autre bout du monde, soit en Sibérie, soit en Inde, ou dans l'océan Indien, bah, vous comprenez que ça fait des voyages compliqués. Mais qu'à cela ne tienne, on débloque les crédits et hop, tout le monde s'en va observer. Alors, je vais vous donner deux exemples d'expéditions organisées par la France. L'expédition de Chappe en Sibérie, et l'expédition de Legentil de la Galésière à Pondichéry. Alors nos observateurs, ben, ils partent. Alors Chappe, il s'en va, vous voyez, il est allé observer à Tobolsk, en Sibérie, le 11 mai 1761. Il est parti de Paris fin novembre 1760. C'est-à-dire qu'il va traverser la Russie en hiver. Hein, et la Russie en hiver, je ne dis pas, mais c'est pas... Et là, il va donc traverser la Sibérie quand le printemps arrive. Donc non seulement il y a de la neige, mais la neige fond. Et pour traverser les rivières, elles étaient gelées, mais ça dégèle. Donc vraiment, Chappe... bon. Alors il va à Saint-Pétersbourg pour flatter l'impératrice de Russie, Catherine de Russie.
Et après, quand il voyage, là, il renvoie régulièrement à Paris des lettres où il critique la politique de l'impératrice en Russie en disant quand même elle exagère, que les paysans ils sont vraiment malheureux. Donc quand il est rentré, il n'est pas repassé à Saint-Pétersbourg, hein, il est rentré fissa en France sans trop se montrer. Voilà, donc, et il a de la chance puisqu'il fait beau au moment du passage de Vénus en Sibérie. Alors il ne faut pas oublier non plus qu'en 1761, on est en pleine guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre, qui va de 1756 à 1763. Donc quand vous partez pour faire des observations astronomiques sur un bateau français, il ne faut pas rencontrer les Anglais. C'est pas bon du tout. Mais le contraire est pareil. Alors le voyage de Legentil de la Galésière, il part en mars 1760 et il se dit, moi je vais aller à Pondichéry, puisque c'était français à l'époque. Pas de chance. Quand il arrive en vue de Pondichéry, les Anglais ont pris Pondichéry, ont tout démoli, et voilà, il peut pas débarquer, et il ne peut pas observer, parce qu'il reste sur le bateau, et quand vous avez un bateau qui bouge comme ça, pour faire une observation astronomique, c'est pas possible. Donc notre Legentil de la Galésière, tout simplement, il n'a pas pu observer, il arrive là-bas, et puis il voyage pour rien à cause des Anglais. Alors je vous rassure tout de suite, on a fait le même coup aux Anglais qui étaient partis, les astronomes anglais étaient partis observer, et ils n'ont pas pu observer parce que la marine française était là pour les en empêcher. Alors voilà le voyage de Legentil de la Galésière. Alors lui, il a eu un temps magnifique, mais il était en mer, donc il n'a pas pu observer. Donc voilà, alors, comme il était en Inde, en 1761, il dit le prochain passage est en 1769, eh bien je vais rester, c'est pas la peine de rentrer en France pour 8 ans quand même. Donc il reste là-bas pour le prochain passage. Alors voilà le comptoir de Pondichéry avant que les Anglais arrivent, et voilà, après, c'est un tas de ruines. Voilà. Alors, après le passage de 1761, on a quand même eu 120 observateurs. Hein, donc c'est pas mal. Mais alors il y avait des Anglais, des Français, il y avait de tous les pays, évidemment. Et on va mesurer une parallaxe solaire qui va être comprise entre 8,5 et 10 et demi secondes de degré de parallaxe. Pour traduire en distance Terre-Soleil, c'est entre 145 millions et 160, en sachant que c'est 149 millions la distance entre la Terre et le Soleil. Donc vous voyez que déjà, ils ont quand même une bonne idée de la distance entre la Terre et le Soleil, mais ils ne sont pas contents parce qu'ils trouvent que l'imprécision est grande. Entre 145 et 160 millions, ils trouvent que ça fait beaucoup. Alors pourquoi c'était si imprécis? Tout simplement parce qu'ils connaissaient mal la longitude des sites quand ils étaient en Sibérie ou quand ils étaient en Inde. La longitude était mal connue. Et puis il y a aussi eu un effet de goutte noire. Ils ont été assez surpris de se rendre compte que ce n'est pas facile de mesurer un contact. Alors voilà ce qui se passe. Quand vous avez le contact entre votre planète et le bord du Soleil, eh bien tout simplement, ça ne se détache pas franchement. Il y a une espèce de petit pont qui se fait comme ça. Et on se dit, quand est-ce que c'est le contact? Et on n'arrive pas à le dire. Alors ce phénomène, vous pouvez l'observer vous-même entre vos doigts. Hein. Vous voyez, vous rapprochez vos doigts et vous voyez qu'il y a un moment où il y a un petit pont qui se fait. C'est tout simplement la diffraction due à votre œil. Voilà, votre œil. Il y a une pupille circulaire, et la pupille circulaire de l'œil fait la diffraction de la lumière, et voilà, c'est un effet de la diffraction de la lumière. Donc les astronomes ont été surpris, parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient jamais observé ça. Donc ils se sont dit en 1761, on s'est fait avoir, mais en 1769, on ne se fera pas avoir. 1769, pas de chance, le passage n'est visible qu'au milieu de l'océan Pacifique. On est en 1769, hein, il n'y a pas des avions pour voyager. Donc, vous voyez, vous avez la Californie, vous avez Tahiti, puis vous avez le fin fond de la Sibérie. Alors, tout simplement, si on reprend Chappe et Legentil, Legentil, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, voilà, moi j'ai passé 8 ans là à me promener, je vais essayer de trouver un endroit où je vais bien pouvoir observer le passage de Vénus. Alors je fais attention, hein, je vais dans un endroit où il fait beau, parce que j'ai pas envie d'avoir un nuage, pour observer mon passage de Vénus. Voilà, alors en 1769, voilà toutes les expéditions. Alors on observait aussi en dehors de la zone de visibilité, mais on n'en voyait que la moitié. Donc ça complétait les autres, mais ça n'aurait pas été suffisant pour faire le calcul.
Alors le gentil, tout simplement, il a passé les 8 ans à faire tout un tas de mesures, aussi bien, pas seulement astronomiques, hein, il a observé la faune, la flore des pays où il était. Donc il va à Manille, et puis à Pondichéry, il cherche un endroit qui est très bien, et le jour du passage de 1769, pouf, il y a un nuage devant le soleil juste au moment du passage de Vénus. Et donc le gentil de la Galésière, il a fait tout ce voyage, il est resté 8 ans là-bas pour rien. Et quand il est rentré en France, on avait dit, on croyait que tu étais morte, qu'on ne te voyait plus. Alors sa femme s'était remariée, on avait repris son fauteuil à l'Académie des sciences, toutes ses affaires avaient été vendues, il n'était pas très content. Voilà. Donc vous voyez que le sort des astronomes, c'est pas toujours facile. Alors c'est pas facile du tout, parce qu'effectivement, Chappe, il est allé en Californie. Et il a observé, et puis quand il était en Californie, tous les Indiens qui étaient là-bas étaient malades. Ils ne savaient pas pourquoi, en fait c'était une épidémie de typhus, en fait. Et Chappe, au lieu de rentrer vite fait, il est resté pour soigner les Indiens, et il en est mort. Donc il est mort là-bas, Chappe. Par contre, toutes ces observations ont été rapatriées en France. Voilà, donc comme je vous disais, la vie des astronomes n'est pas toujours parfaite. Alors je vais vous citer Cook aussi, qui a emmené les astronomes anglais pour observer. Alors eux, ils observaient à Tahiti, parce que Tahiti était anglais à l'époque. Et les changements entre la France et l'Angleterre, je ne vous dis pas, Pondichéry, Tahiti, tout ça, ça n'a pas arrêté. Donc Tahiti était anglais, et donc Cook emmène les astronomes pour observer. Il s'installe dans un coin à Tahiti, à Cap Vénus. Voilà, donc voilà Cook qui observe. C'est pas lui qui observait, hein. Lui, c'est lui qui menait l'expédition, mais il avait des astronomes avec lui pour faire des observations. Donc voilà Fort Vénus à Tahiti, voilà le bateau de Cook à Pointe-Vénus, et voilà le lieu aujourd'hui qui s'appelle toujours la Pointe-Vénus à Tahiti, qui est l'endroit où Cook a observé le passage de Vénus de 1769. Alors voilà un dessin de Cook. Alors effectivement, il fait toutes ces mesures des deux contacts, et il se rend compte lui aussi qu'il y a cette espèce de goutte noire. Alors, on ne prenait pas de photos à l'époque, hein, évidemment, mais on faisait des dessins. Alors ça, la tradition des dessins a été très très longue chez les astronomes. Jusqu'à l'apparition de la photographie, un astronome était d'abord un bon dessinateur pour savoir faire des observations. Il ne pouvait pas prendre de photos, c'était toujours des dessins. Donc là, il fait des dessins, il note l'heure, et puis après, on dit, voilà, quand est-ce qu'il y a eu les contacts. Alors les résultats, donc vous avez le passage de 1761 et celui de 1769. Donc celui de 1761, comme je dis, vous voyez, c'était une certaine, ça c'était en millions de kilomètres, une certaine imprécision. Par contre, avec le passage de 1769, on a quand même nettement diminué la marge d'erreur. Et c'est vrai qu'on arrive à quelque chose d'assez bon, puisque c'est 149 millions et quelques, presque 150 millions, vous voyez que là, ils avaient quand même ils avaient réussi à mesurer la distance Terre-Soleil, et donc toutes les mesures dans le système solaire. Et à partir de là, effectivement, la mesure des étoiles, on va mesurer des parallaxes à partir du mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc ça, c'est vraiment la mesure de base, on appelle ça l'unité astronomique, la distance Terre-Soleil, c'est la mesure de base pour réussir à avoir les distances dans l'univers. Donc c'est vrai que 1769, c'est quand même une date importante pour la mesure de la distance Terre-Soleil. Alors on a une ou deux mesures du XVIIIe siècle, et maintenant on va attendre encore un siècle, on va tomber au XIXe siècle, tout simplement pour les deux passages de Vénus suivants. Alors les choses ont changé, il va se passer encore un siècle. La science aura fait beaucoup de progrès. Alors la science aura non seulement fait des progrès, mais elle aura surtout dit que les passages de Vénus, c'est un peu dépassé. Je vous ai dit, il faut mesurer la distance d'une planète la plus proche de la Terre. Au XIXe siècle, on a découvert les astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et on a aussi découvert qu'il y avait des astéroïdes qui se rapprochaient de la Terre bien plus que Mars ou Vénus. Donc il a suffi de mesurer la distance entre la Terre et un astéroïde qui se rapprochait de la Terre pour avoir toutes les distances d'un système solaire.
Parce que les astéroïdes, ils tournent autour du Soleil, eux aussi. Alors maintenant, par contre, eh bien, on sait bien déterminer les longitudes, on a le télégraphe, donc les longitudes sont très bien déterminées. On a de bonnes horloges, on a des bateaux à vapeur qui vont beaucoup plus vite que les bateaux à voile. Ça coûte toujours très cher, et on a une nouvelle méthode d'observation, la photographie. En fait, ce sont des daguerréotypes, mais on sait enregistrer ce qu'on voit, donc il y a nettement un net progrès. Et on a l'expérience du passage du siècle précédent. Donc, comme on a la photo, que c'est plus facile, on dit on va quand même observer le passage de Vénus au XIXe siècle. Alors, c'est encore visible océan Indien, océan Pacifique, à croire que vraiment les passages de Vénus, c'est toujours à l'autre bout du monde. Donc, on va... Alors, vous voyez que c'était en décembre, donc le Soleil est beaucoup plus visible dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Donc, il fallait aller plutôt dans l'hémisphère sud. Donc, effectivement, on va voyager. Alors, il ne faut pas oublier que dans l'hémisphère sud, dans les 40e rugissants, c'est des tempêtes et du mauvais temps en permanence, hein, bien que ce soit l'été. Alors, en fait, je voudrais vous citer l'observation dans l'île Saint-Paul du commandant Mouchez. Alors, l'île Saint-Paul, c'est un peu dans le genre des Kerguelen, vous voyez, donc c'est vraiment dans des endroits pas du tout sympathiques, des tempêtes en permanence. D'ailleurs, le commandant Mouchez, il a un mal de chien pour réussir à accoster. Il va attendre des jours et des jours que la mer se calme pour pouvoir accoster. Et il a une probabilité de beau temps de 8%. Donc vous voyez que c'est très très peu, mais enfin bon, il faut risquer, puisqu'il n'y avait que là que le phénomène était bien observable. Et pourtant, ce sera un succès total. Pendant toute la durée du passage, il aura un temps magnifique. La veille, il fait mauvais, le lendemain, il fait mauvais, mais le jour du passage, il fait beau. Comme quoi, les astronomes ont de temps en temps un petit peu de chance. Alors voilà, il va faire des plaques, enfin des daguerréotypes, et vous voyez ici, là, vous voyez le petit point de Vénus, là, sur le bord, les contacts ici. Donc voilà, on a des photos, tout simplement. Alors c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a l'heure de la photo, on peut regarder tranquillement pour essayer de déterminer les contacts. Alors qu'au XVIIIe siècle, eh ben, on regardait, il fallait dire c'est maintenant. Puis une fois que c'était passé, ben, c'est tout, c'était fini. Donc il y a quand même un progrès dans les observations. Pendant ce temps-là, Janssen, qui est un astronome de l'Observatoire de Paris, lui, il va au Japon, puisque on est toujours dans le Pacifique, et il va observer le passage de Vénus, et ce qu'il invente, c'est le revolver photographique. En fait, c'est l'ancêtre du cinéma, tout simplement. C'est un système, c'est comme une caméra, c'est un daguerréotype qui tourne avec le temps pour enregistrer un mouvement. Et en fait, bah, vous avez le premier film jamais réalisé, c'est un passage de Vénus devant le Soleil. Voilà. Vous avez le bord du Soleil ici, et vous avez la planète Vénus qui rentre sur le Soleil. Voilà. Le bord du Soleil et la planète Vénus. Donc ça, c'est le premier film jamais réalisé, c'est Janssen qui fait un film du passage de Vénus devant le Soleil. Bien avant le coup du train en gare de la Ciotat et toutes ces histoires-là. Alors, 8 ans plus tard, on a à nouveau un passage de Vénus, et là, bah, c'est toujours pas en France, hein, c'est tout simplement en Amérique du Sud. Donc là, tout le monde va aller se promener par là pour faire des observations. Donc on a deux séries d'observations à 8 ans d'intervalle au XIXe siècle. Mais on sait que maintenant, eh bien, on ne peut plus améliorer quoi que ce soit parce qu'il y a cette incertitude de la goutte noire quand même quand on a les contacts entre Vénus et le disque solaire. Alors voilà des images du deuxième passage de Vénus. Voilà, donc on en a quelques-uns. Alors il y avait des daguerréotypes, mais aussi des plaques photographiques. Voilà. Donc là vous avez la planète Vénus ici et la planète Vénus là. Voilà. Donc on a toujours ces clichés. On peut mesurer, d'ailleurs j'ai fait faire ça à des étudiants, c'est assez intéressant de remesurer ces clichés. Alors si on fait le bilan des mesures de la distance Terre-Soleil, rappelez-vous, on a observé Mars dès le XVIIe siècle. Puis
Puis, il y a eu les passages de Vénus du XVIIIe siècle. Puis, on a réobservé Mars. Et enfin, on a observé Flora, qui est un astéroïde qui se rapproche de la Terre. Donc, vous voyez que cet astéroïde, on est arrivé à 148 millions de kilomètres. Et puis, avec le passage de Vénus, on arrive à 149 millions,7. Puis après 1900-1930, on a aussi encore un astéroïde qui se rapproche de la Terre. On est toujours dans les 149 millions. Et aujourd'hui, tout simplement, on a la bonne valeur, c'est 149 597 870 kilomètres. Donc vous voyez que, quand même, on a progressé, mais maintenant on a quand même quelque chose d'assez précis. Mais vous voyez que même au XVIIIe siècle, c'était pas si mauvais que ça, quand même. Alors, il n'y aura pas de passage de Vénus au XXe siècle, puisqu'il faut attendre un petit peu plus d'un siècle. Et c'est en 2004 que, tout simplement, on va avoir un passage de Vénus. Alors évidemment, maintenant qu'on a des radars et des satellites qui sont posés sur Mars, pour mesurer la distance, on n'a plus besoin des passages de Vénus. Mais en 2004, on s'est dit, maintenant qu'il y a Internet, on va demander à tous les lycéens d'Europe d'observer, et les astronomes amateurs, d'observer le passage de Vénus de 2004. Donc on a fait une grosse observation, une grosse opération qui a été financée par la Commission européenne pour on va faire appel aux jeunes de tous les pays pour refaire la même chose que les astronomes du XVIIIe et du XIXe siècle. Voilà, donc ça a bien marché parce que tout simplement, en Europe, le passage était vraiment très bien observable toute la matinée jusqu'à midi, et il a fait un temps magnifique. Alors là, on avait de la chance, puisque c'était plus l'océan Pacifique ou l'Amérique du Sud, c'était vraiment l'Europe qui était parfaitement dans la bonne zone pour observer le passage de Vénus. Donc, voilà, toute la zone où tout le monde a observé. Donc, on a eu plein de photos, on a reçu alors des tonnes de choses, soit des mesures directes, les gens ont mis sur notre site, voilà, j'ai observé le contact à telle heure, soit des photos comme ça. Alors évidemment, vous voyez, quand vous avez ça et que chaque photo est datée, après vous avez tout votre temps pour essayer de dire quand est-ce que c'est le contact. Vous regardez, vous dites, là non, pas tout à fait, là non plus, là c'est pas mal, tiens, ça doit être ici par exemple. Alors la goutte noire, nettement moins, tout simplement parce que même une optique chinoise ou japonaise de 2004 est bien meilleure que les optiques du 19e siècle. Ces petits instruments qu'on vous vend pour pas cher, ils sont quand même bons, ils sont quand même meilleurs que les anciennes optiques. Donc les images étaient très bonnes. En plus de ça, pour la datation, avec le GPS, les dates étaient très bonnes, au dixième de seconde, il n'y a aucun problème. Les longitudes des observatoires, on les connaît maintenant toujours, le GPS, allez, paf, vous avez votre longitude. Donc en fait, c'était très facile d'avoir beaucoup d'observations et de bonnes observations. Alors vous voyez, on a eu tout, on a eu même ça, un avion qui passe devant Vénus, donc ça c'est bien le 21e siècle, c'était pas le 19e. On a aussi des oiseaux, on nous a vraiment envoyé de tout. La station spatiale qui passe devant le Soleil, et puis des oiseaux, on a eu droit à tout. Il y a que les soucoupes volantes qu'on n'a pas eu. Et voilà le réseau. Voilà le réseau de tous les lycéens européens qui nous ont envoyé des observations. Vous voyez qu'il y a quand même eu du monde, surtout en Tchéquie et en Pologne, et là il y en a vraiment eu beaucoup. Et à Paris, on a ouvert l'observatoire, on a fait une projection dans l'observatoire. On était débordés tellement il y avait de monde. Ça, c'était vraiment... Alors, on a fait des observations avec la tour solaire à Meudon, qui est un instrument pour observer le soleil, qui est fait pour ça. Et on a eu, vous voyez, donc ça, c'est Vénus, ça, c'est le soleil, et on a permis de voir l'atmosphère de Vénus. Donc c'est vrai que c'est important, le passage de Vénus, il permet d'observer directement l'atmosphère de Vénus, puisque vous avez la lumière du Soleil qui traverse l'atmosphère. Et donc voilà, ça on a pu mesurer l'atmosphère. Voilà, donc ça c'est une mesure qui a été faite à Meudon. Alors l'effet de parallaxe, puisqu'on parle toujours de parallaxe, mais il faut quand même se rendre compte de ce que c'est de la parallaxe. Alors en 2004, on a mis sur le même soleil, si j'ose dire, des observations faites en Inde, en Australie et aux îles Canaries. Et vous voyez que la différence,
c'est très peu. Hein, c'est très peu. Mais ça ne peut pas dépasser la taille de Vénus pour une raison simple. C'est que ça correspond au déplacement sur Terre des observateurs. Or, la taille de Vénus et la taille de la Terre, c'est la même chose. Donc, si je me déplace sur la Terre d'un rayon terrestre, eh ben, j'aurai tout simplement le déplacement de la planète Vénus devant le Soleil d'un rayon terrestre, pareil. Ou un rayon de Vénus, puisque c'est à peu près la même chose. Donc vous voyez que cet effet de parallaxe, il est faible. Mais la différence en temps, elle est quand même importante entre les deux, elle est assez facile à mesurer, et donc c'est suffisant. Donc vous voyez, ça c'est pour bien concrétiser cet effet de parallaxe, puisque ça c'est des vraies observations hein, qu'on a mis ici, c'est pas des simulations, pour vous montrer que voilà, on a trois sites d'observation. Voilà. Alors effectivement, en Australie, ils étaient loin, donc ils en ont eu qu'un petit morceau, ils n'ont pas eu par là. Ils n'ont eu qu'une partie. Alors ça c'est intéressant aussi, c'est qu'on avait un satellite autour de la Terre qui lui prenait des images de Vénus devant le Soleil régulièrement. Mais il tournait autour de la Terre, c'est-à-dire que l'effet de parallaxe était énorme. Et effectivement, là vous voyez qu'il tourne très vite, donc bah, tout simplement à chaque fois Vénus change de position, parce qu'il se déplace très très vite dans le ciel. Et comme il est autour de la Terre, bah, lui vraiment il fait plus de 12 000 km d'écart. Donc là, on a un bel effet de parallaxe de ce satellite qui photographiait tout simplement la planète Vénus devant le Soleil. Et comme il se déplaçait en même temps, voilà. Donc c'est un observateur qui se déplaçait, et ce n'était pas plusieurs observateurs. Voilà. Donc on voit bien l'effet de parallaxe comme ça, par le mouvement du satellite. Alors voilà maintenant tout simplement les valeurs. On a donc ici toutes les valeurs. Bon, il y a un petit problème, parce que normalement il devrait y avoir, mais ça n'apparaît pas. Donc, en fait, ce que je vais vous le décrire, puisqu'on ne le voit pas. Vous avez donc toutes les valeurs en kilomètres de la distance Terre-Soleil. Et vous avez l'écart à la vraie valeur qui a été mesurée, non pas par radar, mais par un échange radio avec la sonde Viking qui est posée sur Mars. Donc ça, c'est vraiment, ça ne peut pas être meilleur. Et vous voyez que le radar, lui, il est à 71 km, c'est pas mal. Vous voyez que les meilleures mesures que l'on a eues avant, c'était 100 000 km d'erreur. Eh bien, ce qu'on a fait faire aux lycéens, ça nous a donné qu'une erreur de 10 000 km. Donc c'est 10 fois meilleur que ce que faisaient les astronomes au début du XXe siècle. Donc c'est ça, ce tableau, il veut montrer l'évolution, et tout simplement, à la fin, la conclusion, c'est que tout ce qu'ont fait les lycéens en 2004, eh bien, ça donnait de très bons résultats, puisque c'était 10 fois meilleur que ce qui a même été fait à Newcomb avec les passages de Vénus du 19e siècle. Alors ça, c'est pour vous montrer quand même quelques jolies photos de ce qu'on a fait en 2004 en France. Donc vous voyez, on a pris une succession de soleils où on voit tout simplement la planète Vénus sur le disque. Alors dans certains pays où le soleil était bas sur l'horizon et à travers la brume, on a pu à l'œil nu voir tout simplement Vénus devant le soleil. Alors on a utilisé le passage de Vénus, les artistes ont utilisé le passage de Vénus pour vraiment... Alors ça c'est le plafond de la salle du Conseil de l'Observatoire de Paris. Donc vous avez, ça c'est l'astronomie qui trône ici. Là vous avez le Soleil et là vous avez Vénus qui va passer devant le Soleil. Donc vous voyez que les artistes s'en sont donnés. C'est une peinture du 19e siècle évidemment. Alors j'ai d'autres exemples. Vous avez un magnifique bas-relief toujours à l'Observatoire de Paris. Donc c'est un peu spécial évidemment, mais quand même c'est le passage de Vénus devant le Soleil. Alors vous voyez que le passage de Vénus, il y a une pièce de théâtre qui s'est appelée Le Passage de Vénus, et vous avez un roman qui s'appelle aussi Le Passage de Vénus. Donc ça se décline dans la société, tout le monde sait, il y a aussi une bande dessinée qui s'appelle Le Passage de Vénus. Je vous ai juste mis ça, mais dans le théâtre et dans la littérature et dans le cinéma, des passages de Vénus, on en trouve à l'appel. Tout le monde a utilisé ce phénomène astronomique pour faire, vous voyez, une aventure piquante. Je ne sais pas trop, je n'ai pas vu le film ou la pièce de théâtre, donc je ne peux pas vous dire de quoi elle parle. Alors il y a eu des peintures aussi. Alors ça c'est le passage de Vénus. Je ne sais pas trop ce que ça représente.
Et on a quand même droit à un passage de Mercure. Alors bon, c'est pareil. Il faut interpréter un peu ces œuvres, mais vous voyez que ça a inspiré aussi les peintres. Alors maintenant, les passages de Mercure, parce que là je vous parle des passages de Vénus, il faut quand même venir au passage de Mercure. Alors les passages de Mercure sont plus fréquents que ceux de Vénus, mais beaucoup plus difficiles à observer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment servi pour calculer la distance Terre-Soleil. Alors, il y a eu celui du 7 mai 2003 qui a été visible en France. Il y en a eu un en 2006 qui n'était pas visible en France, donc il ne nous intéresse pas. Et on va avoir celui du 9 mai 2016 qui va être bien visible en France. Après, on en aura un en 2019 qui sera aussi visible en France. Puis après, on aura 2032, 2039, 2049, etc. Ça va continuer, évidemment. Alors, le passage de Mercure du 7 mai 2003. Pour le voir complètement, on pouvait le voir complètement en France. Mais vous voyez, c'était sur le bord. Ici, donc c'était quand même, vous voyez, premier contact, 7h11, donc c'était juste après le lever du soleil. Enfin, c'était quand même complet, on le voyait complètement. Et il était à peu près sur cette zone-là. Voilà. Donc, ce passage de Mercure, enfin, les passages totalement visibles en France, avant, il n'y en avait pas. Avant, depuis 1973, on n'avait pas eu des complets. Et maintenant, on a celui de 2016 qui va aussi être complet en France. Alors voilà une photo qui a été faite en 2003 à l'Observatoire de Paris. C'était fait avec une petite lunette, hein, ça n'a pas été fait avec un très gros télescope. Donc vous voyez, on a un tout petit point. Donc c'est quand même beaucoup plus petit que Vénus. Hein. Pour voir Mercure, ça ne va pas être simple. Parce que vous voyez la taille du Soleil là. Hein. Donc si vous mettez un soleil à cette taille-là, le point, il ne reste plus grand-chose. Donc on a intérêt à faire une projection et à utiliser une lunette pour grossir l'image. Mais la chambre noire, ça marche bien. Hein. Vous vous mettez dans une chambre noire, comme ça, un petit trou, dans une porte ou dans un volet, et puis vous le projetez très très loin, le plus loin possible, et vous avez un très très gros soleil. Alors le passage de Mercure de 2003, donc ça a été fait en Inde. Donc vous avez quelques photos. Donc vous voyez Mercure, hein, on le voit quand même bien. Alors évidemment, comme le Soleil tourne et qu'il y avait des taches, ben, les taches, elles ont bougé, évidemment. Et un télescope solaire suédois à La Palma, aux Canaries, voilà Mercure et le Soleil. Alors, un très très gros Soleil, évidemment. Mais là, c'est un télescope spécial pour observer le Soleil. Alors 2016 maintenant, alors 2016, voilà où il sera visible en totalité. Donc nous on est dans la zone où ce sera visible en totalité. Par contre, ben, vous voyez, il y a des zones où la fin du passage n'est pas visible parce que tout simplement le soleil se couche. Où le début n'est pas visible parce que le soleil n'est pas encore levé. Hein, c'est jamais que la visibilité du soleil, c'est tout. Hein. Et puis là, ben, on ne le voit jamais parce que ça se passe pendant la nuit. Donc 9 mai 2016, eh bien, on n'a pas de problème, on devrait voir le passage. Alors, j'ai fait les horaires pour Royan, parce que ça change, c'est pas exactement la même chose partout, à cause de l'effet de parallaxe, encore une fois. Donc vous aurez l'entrée sur le disque à 11h12-28, avec une hauteur du soleil de 60 degrés, et le deuxième contact à 11h15-39. La plus courte distance au centre à 14h56, à une distance de 7 minutes de degré. Pensez que le diamètre du Soleil, c'est 30 minutes de degré. Et la sortie du disque à 18h37, vous voyez, à peu près 3 minutes pour que le disque sorte complètement du Soleil. Par contre, le Soleil sera à 6 degrés au-dessus de l'horizon. Donc ce sera vraiment juste avant le coucher du Soleil que vous verrez le deuxième contact. Donc voilà, espérons juste qu'il n'y aura pas de nuages. N'oubliez pas d'ajouter 2 heures pour avoir l'heure légale. Oui, c'est un temps universel. Oui, oui. Donc c'est 13h12 hein, en temps légal. Et 20h40 quand ça sort. Alors la trajectoire, alors ça dépend. Quand vous regardez le soleil, si vous mettez toujours le zénith en haut, ou bien le pôle nord. Si vous mettez le pôle nord toujours en haut, effectivement, Mercure va traverser comme ça. Mais si vous gardez votre lunette avec toujours le zénith en haut, alors Mercure va faire effectivement une trajectoire un petit peu bizarre.
C'est une trajectoire apparente, évidemment. Alors la méthode de projection, voilà, c'est ça. Si vous voulez montrer à tout le monde, il faut faire une projection comme ça. Prenez une lunette et puis vous mettez un écran derrière. Vous mettez tout à l'ombre parce que si tout est au soleil, vous verrez rien. Mais c'est... Alors les lunettes que vous avez pour les éclipses, si vous voyez les taches solaires avec, c'est bon. Mais il y en a qui ne sont pas très bonnes, c'est un peu flou. Et on ne voit pas trop... Il y a plusieurs types de lunettes. Il y en a avec lesquelles vous verrez Mercure et d'autres avec lesquelles vous ne le verrez pas parce qu'il est trop petit. Mais la meilleure méthode, c'est la méthode de projection. Ou bien alors vous avez un télescope solaire avec un filtre H-alpha ou quelque chose comme ça et vous grossissez énormément. Évidemment, si c'est un télescope spécial pour observer le soleil, ça ne pose pas de problème. Autrement, la projection. Alors il y a le solarscope. Vous devez peut-être avoir déjà vu ça, puisque c'est facile pour observer le soleil. Vous voyez, le soleil, il n'est pas très gros, donc ce ne sera pas très facile, mais on doit voir Mercure quand même. Si vous avez un solarscope, vous pouvez toujours essayer, vous verrez s'il fait beau, si vous verrez quand même quelque chose. Voilà, donc maintenant, je vous souhaite une bonne observation. Donc je vous remercie et je vais répondre à vos questions. Il y a une question. Pourquoi je vais entendre la comparaison des observateurs qui étaient éloignés les uns des autres? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Oui, absolument. Comment? C'est au XVIIe siècle. C'est pas dans l'Antiquité. Ah oui, mais c'est pas pour les passages de Vénus. Non. J'ai du mal à me figurer comment ils faisaient. Oui, mais ils n'observaient pas, ils avaient besoin d'observer simultanément. Pourquoi vouliez-vous qu'ils observent simultanément? Ah oui. Il n'y a que Ératosthène, on peut se poser la question, puisqu'effectivement, lui, c'était simultané. Mais tout simplement, il faisait des observations au méridien. Donc il attendait qu'il soit midi, c'est tout. Et comme je vous rappelle qu'il a fait ses observations en Égypte, et que la vallée du Nil, elle est nord-sud. Donc quand il se déplaçait, il avait toujours la même heure. Donc c'est la seule mesure qui a été faite, et lui, c'était nord-sud, donc il n'y avait pas de problème. Pas besoin d'heure. D'autres questions? N'hésitez pas. Je vous remercie de votre brillante conférence. Je vous remercie de votre présence. Et vous avez quelques petites douceurs au fond qui vous attendent.